On les appelle commissions délibératives, commissions de concertation, processus participatif ou encore co-construction, des moments où les citoyens sont entendus. Est-ce efficace pour décider d'une politique? Pourquoi ne pas aller plus loin? Par exemple avec des référendums, la ville de Paris vient de le faire à propos des trottinettes partagées, mais est-ce vraiment démocratique? On va débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Cette semaine en plateau, Rachid Madrane, bonjour. Vous êtes président du Parlement bruxellois, membre du Parti socialiste. Clara Heger, bonjour. Vous êtes professeur notamment de gouvernance à l'université Erasme de Rotterdam. Bienvenue à vous aussi. Anne-Emmanuelle Bourgault, bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel pour l'université de Mons. Et Jean-Benoît Pilet, bonjour à vous aussi. Bonjour. Du CEVIPOL, le centre d'études de la vie politique de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Beaucoup d'occasions pour les citoyens de s'exprimer. Est-ce suffisant? Est-ce que ce sont les bonnes? À Bruxelles, en tout cas, Rachid Madrane, on a souvent parlé sur BX1 de ces commissions dites délibératives. Il y en a eu plusieurs. Comment ça fonctionne? En bref, on tire des citoyens au sort et on leur demande de se pencher sur quel type de questions? Pourquoi, sur ces questions-là, ne consulte-t-on pas que les députés, entre guillemets? Alors, il y a deux façons d'amener la discussion. Soit ce sont des députés qui viennent et qui proposent une thématique, c'était le cas pour la 5G, soit ce sont des citoyens qui font des suggestions citoyennes. Ils doivent avoir un certain nombre de signataires, 1000, et ils peuvent demander à ce qu'il y ait une commission délibérative mixte qui soit organisée. Alors, on tire 10 000 personnes sur le 1 200 000 habitants au sort. Et puis ensuite, on écrit à ces 10 000 personnes, on reçoit en général 10% de réponses, et puis on fait un deuxième tirage au sort parmi les personnes qui sont intéressées, et on va donc sélectionner 45 citoyens tirés au sort, qui vont siéger avec 15 députés tirés au sort, et ils vont ensemble constituer ce qu'on appelle la commission délibérative mixte, puisqu'il y a des députés élus et des citoyens tirés au sort, et ils vont ensemble, durant 2-3 mois, le soir et les week-ends, discuter, débattre. Ça fonctionne mieux qu'avec les vrais députés? Bon, je ne sais pas si ça fonctionne mieux. En tout cas, la dynamique est différente. D'abord, il y a plus de monde qu'une commission permanente. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que la parole est libre. Et en tout cas, il n'y a pas les codes habituels, me semble-t-il, qu'on retrouve dans les commissions classiques où je suis socialiste, donc je vais forcément défendre telle position. Je suis écologiste, je vais forcément défendre telle position. Avec des citoyens, la dynamique est différente. Moi, je trouve que c'est particulièrement enrichissant d'avoir les deux ensemble. Et je pense que c'est ça la nouveauté. Alors, en toute humilité, c'est une première mondiale. Jamais, nulle part, ça a été développé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on avance, work in progress, quoi. Donc, on évolue et on essaye d'adapter le dispositif en fonction de ce qu'on constate sur le terrain. Jean-Benoît Pilet, on peut objectiver la qualité d'un travail parlementaire ou parlementaire et citoyen? Et est-ce qu'on peut voir que sur certains dossiers, ce qui est ressorti au Parlement bruxellois a permis d'arriver à des conclusions qui seraient différentes de celles qu'on aurait pu avoir si on avait interrogé, entre guillemets, que les députés? Donc, au travers eux, le président disait les partis politiques, quoi. Et donc, ces commissions délibératives, elles peuvent servir effectivement à amener de nouvelles idées ou de casser certaines lignes de fracture partisane traditionnelle. Donc ça peut avoir un effet sur le contenu qui est proposé. Mais il y a aussi une motivation derrière ces commissions délibératives qui n'est pas simplement de changer le contenu de la décision, mais c'est aussi d'amener cette décision à être plus présente dans l'espace public, à être plus accaparée ou appropriée par les citoyens, et donc à changer finalement la perception et l'implication de cette décision chez les citoyens. Donc c'est pas juste est-ce qu'on va décider autre chose, mais c'est aussi est-ce qu'on va avoir moins l'impression que cette décision elle est prise en dehors de la société et que les citoyens peuvent y participer et que donc ça pourrait améliorer sa légitimité. Et donc il faut toujours garder les deux à l'esprit. C'est à la fois le contenu du débat, mais c'est aussi comment ce débat s'intègre dans un débat social et politique plus large. Et donc ça a des vertus des deux côtés. Après, ce qui est très difficile, c'est de tracer, de dire exactement, alors voilà, ce point-là, il vient de telle recommandation, et cette recommandation, elle ne se retrouvait nulle part dans aucun programme de parti. Ça, ce jeu-là, on ne peut pas le faire, c'est plus complexe que ça, et c'est une des difficultés.
C'est d'ailleurs une des difficultés principales. C'est si vous demandez concrètement, pouvez-vous me donner un exemple d'une décision qui a été prise, qui vient de là et comment elle a été prise, on ne sait pas le faire. Et c'est ce qui génère d'ailleurs parfois de la frustration chez les participants. Hein. Ce sentiment de, on a formulé des recommandations, mais on ne voit pas très bien ce qu'elles donnent par après. Et pour moi, c'est le défi principal maintenant. C'est comment on passe de recommandations à des décisions qu'on peut retracer et ramener vers ces recommandations citoyennes. Parce qu'on va entendre les deux autres intervenantes. Mais Rachid Madrane, c'est vrai que le Parlement bruxellois s'est penché sur des questions parfois très techniques, la 5G, la formation, la biodiversité en ville. Alors ça mélange aussi des questions d'accès, de démocratie, et puis parfois des questions très techniques. Est-ce que tout le monde peut comprendre l'impact, la possibilité de développer la 5G, le risque pour la santé, pour l'environnement, le ceci, le cela? Il ne faut pas sous-estimer nos concitoyens qui participent à ce type de commission. Je vais vous donner un exemple très précis. Bruxelles était une des régions de Belgique qui avait les normes les plus restrictives en matière de 5G. Plus restrictives. Et c'est grâce aux citoyens que la norme a été augmentée. Or, il y avait des tabous dans tous les partis politiques. Au nom du principe de précaution, il y avait des tas de raisons qui justifiaient qu'on n'avance pas sur cette norme. Eh bien, des citoyens ont considéré qu'il y avait des avantages à augmenter la norme parce que médicalement, et le fait que Bruxelles soit capitale de l'Europe, siège de l'OTAN, etc., eh bien, de la population, de nos concitoyens, est sortie une norme légèrement supérieure à ce qui était en vigueur et qui était l'espèce de consensus partagé par les politiques. Donc voilà, une mesure concrète, précise, technique, qui émane de la population et qui finalement a fait avancer le débat. Clara Egger, vue de France ou des Pays-Bas, si je puis dire, on doit être fier à Bruxelles de ça, ou bien il y a un petit côté moins clair qu'il n'y paraît dans ces commissions délibératives pour vous? Ça dépend de quoi. Bien sûr, on peut être fier de mettre en place des innovations, de nouvelles manières de décider. Ça, c'est, je vous pose la question parce que j'ai l'impression que vous voudriez aller plus loin. Vous. Non, je pense que ce qu'on entend en creux, et on peut faire un pas de côté et écouter le discours. Et ce qu'on entend en creux, et quelque chose qu'on n'a pas dit au début, c'est que une des ambitions de ces commissions, c'est de rendre nos démocraties représentatives plus représentatives. Il y a un problème dans la représentation politique. Jean-Benoît disait de légitimité, de distance. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une distance qui se fait entre les citoyens, et notamment les citoyens les moins bien lotis, socialement, politiquement, et les représentants politiques. Et les commissions délibératives n'aident pas à ça? Non, c'est pas le bon outil. À un moment donné, le problème, c'est que dans des logiques, on va dire, d'innovation démocratique, il y a des effets de mode. Et les commissions délibératives citoyennes sont à la mode. Ce n'est pas le seul moyen. Si on dit Bruxelles est la première à associer, comme j'ai pu le trouver à la presse, de façon permanente les citoyens à la prise de décision, non. Bruxelles n'est pas la première et n'est sans doute pas la ville qui va la plus loin sur ce sujet-là. On a des modèles où les citoyens décident directement par initiative citoyenne, puis référendum, font des propositions sans que, justement, on ne puisse pas retracer ce qui s'est passé, puisque la décision est prise de bout en bout par les citoyens. Donc je pense qu'il faut toujours se poser la question avec ces dispositifs-là, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de rendre un peu plus représentatifs les commissions? Alors oui, elles le seront sans doute un petit peu plus. Est-ce que le but, c'est d'accroître la légitimité des décisions en permettant à des personnes qui sont très très loin de la représentation politique de décider? Alors c'est pas le bon outil. Et il y en a d'autres. Pour vous, l'outil, c'est? L'outil qui permet, on va dire, à des personnes qui ne sont pas représentées de décider, aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça existe, ça se pratique depuis presque 200 ans dans un certain nombre de pays, et ça a des effets très forts sur la légitimité des décisions et sur, on va dire, la compétence, la connaissance politique des citoyens les plus loin de la décision. Rachid Madrane et puis Anne-Emmanuelle Bourgoult, qui est très sage, elle a plein de choses à dire là-dessus, mais là, mais sur juste le une petite référendum, remarque. Rachid Madrane. Bien sûr que l'objectif, c'est d'augmenter la représentation et la représentativité. Mais vous savez, Bruxelles, c'est une ville... région, 184 nationalités différentes. Bruxelles est probablement, et le Parlement bruxellois est probablement le Parlement le plus représentatif en termes d'origine. Par exemple, vous avez des élus issus de à peu près tous les continents.
ce qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. J'en suis moi-même l'incarnation, puisque mes parents sont arrivés en Belgique dans les années 60, d'origine marocaine. Donc nous, on est nés ici, en Belgique, et il y a aujourd'hui dans le Parlement bruxellois des gens issus d'à peu près tous les continents. Des gens subsahariens, etc. Ce que je ne retrouve pas partout. La vocation de nos commissions délibératives n'était pas seulement d'augmenter la représentativité de la population, c'était de faire co-construire ou de faire participer nos concitoyens à la prise de décision, mais de manière plus régulière et de manière plus organisée. Le but du jeu, si vous voulez, c'est pas de dire nous allons augmenter la représentation et la représentativité de nos concitoyens à travers ces commissions délibératives, c'est qu'en réalité aujourd'hui la grande question qui se pose dans notre démocratie occidentale, c'est que nos concitoyens ne veulent plus être consultés une fois tous les 5 ans et puis qu'entre ces périodes-là, il ne se passe plus rien. Alors, et puis Anne-Emmanuelle Bourgault. Je laisse à Anne-Emmanuelle, alors c'est pas le bon outil. Alors si l'objectif c'est ça, c'est pas le meilleur outil qui existe, c'est pas celui-là. Pour vous, le meilleur moyen de reconnecter le citoyen, c'est le référendum Oui, c'est des modalités de démocratie directe. Je me tourne vers la professeure de droit constitutionnel. C'est loin pour moi les études, mais je me souviens que ça faisait hurler les professeurs de droit constitutionnel quand on parlait de référendum, parce que ça allait à peu près contre tous les articles de la Constitution. Oui, c'est vrai, vous avez Pourquoi raison. diable pas de référendum en Belgique? Alors, pourquoi diable pas de référendum en Belgique? Parce que de manière plus générale, en Belgique, ça fait un siècle, donc depuis le suffrage universel masculin, qu'on peine à démocratiser plus avant la décision politique. Alors vous avez raison, les constitutionnalistes ont amené leur lot pour bloquer les débats. Le monde politique a freiné des cas de fer. Il y a la consultation populaire de 1950, là, alors qui a joué comme une forme de traumatisme national. La question royale. Hein, voilà, la question royale. Doit-il revenir? Mais de manière plus générale, hein, ça par rapport à nos voisins en Belgique, on a vraiment, tardé à démocratiser plus avant le gouvernement représentatif. Et là-dessus, moi j'espère d'ailleurs peut-être remettre tout le monde d'accord, c'est que d'abord, première chose, sur l'incompétence, hein, vous voyez, vous disiez les questions techniques, je vais vous apprendre quelque chose. Depuis 1830, en fait, c'est ce qui revient toujours. Chaque fois que la démocratie a essayé de progresser, on a toujours opposé deux choses, l'incompétence des électeurs ou leur irrationalité. Vous voyez, soit ils sont pas, ça va être trop technique, on le disait déjà il y a un siècle, pour faire barrage à la consultation populaire, les questions vont être trop techniques. Alors que vous imaginez, il y a un siècle, la majorité de la population est analphabète. À l'heure actuelle, vous voyez, avec les progrès de l'instruction obligatoire, si on fait un peu bien notre job, non seulement dans les universités, mais aussi dans les écoles, eh bien, les lecteurs et les lectrices moyens sont beaucoup plus instruits. Donc il est temps là de parier, d'ailleurs la démocratie parie sur la capacité des électeurs, pas sur leur incapacité. Deuxième chose, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la représentativité, parce que dans les commissions délibératives au Parlement régional bruxellois et au Parlement francophone bruxellois, parce que c'est à deux niveaux qu'elles sont organisées, il y a un travail vraiment extraordinaire qui est fait sur l'inclusion de ces populations, de ces fragments qu'on ne touche pas. Donc vraiment avec des services, tu sais, qui vont vraiment, alors par téléphone, sur place, pour inclure ces personnes-là. Et ça, donc c'est faisable, vous le dites? Non, je dis plus que ça. Je dis que c'est représentatif sur l'axe qui était dit que même dans ces panels, peut-être qu'on ne touche pas certaines franges de la population. Parce que là, il y a un effort, une attention particulière qui est faite là-dessus. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la panacée? Et est-ce que surtout, il faut opposer les deux commission délibérative et référendum? Alors là, moi, je crois vraiment que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est deux manières de faire différentes. C'est deux manières de démocratiser plus avant la décision politique. Alors, on a parlé des commissions délibératives. Il y a d'autres formules. On a aussi beaucoup parlé chez nous de good move, et on voit que dans chaque commune, moi j'ai vu comme journaliste, le bourgmestre, les échevins de la mobilité nous disent mais on va consulter, ah tiens on a consulté, et on tombe nous quand on va sur le terrain sur des gens qui disent mais j'ai été consulté, j'ai dit que j'en voulais pas, je l'ai, ou sur des gens qui disent mais j'ai été consulté, j'ai dit que je le voulais, on me le retire. Qu'est-ce qui ne va pas? Jean-Benoît Pilet, cette concertation, on la prend pas par le bon bout. Sur le terrain, on nous dit tout le temps pourtant que les communes sont le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, et ceci et cela. Il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui vont. Les choses qui ne vont pas, c'est effectivement, ici, la consultation, elle a été organisée, mais cette consultation a été faite de façon moins structurée que les commissions délibératives aujourd'hui. C'est fait avec un outil de consultation qui ne vise
pas forcément à inclure le grand nombre, et donc n'a pas combiné des outils comme le référendum qui permettent d'avoir plus de monde. Et donc, pour moi, je rejoins tout à fait ce que disait Anne-Emmanuelle Bourgault, il ne faut pas les opposer, ces mécanismes, ils peuvent être tout à fait complémentaires, et ça n'a pas été le cas avec Good Move, on a fait l'un, mais pas l'autre. Donc ça, je pense que c'est un autre élément. Un autre élément qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est à partir du moment où on a introduit différents mécanismes de prise de décision, des commissions délibératives, éventuellement des référendums et éventuellement des débats dans les institutions représentatives. Ici, ce qu'on voit, c'est dans les conseils communaux aussi que ça crie beaucoup. On génère des endroits où ces institutions ne sont pas d'accord. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème qu'en démocratie, il y ait des débats et des conflits et des désaccords entre différents modes de décision. Quand on a des parlements qui ont 2 chambres, on a parfois des désaccords entre les 2 chambres, et il faut régler ces désaccords. Et donc, ça, c'est, je pense, quelque chose quand même d'important, c'est on ne cherche pas un instrument miracle qui va résoudre tous les problèmes avec une seule manière de faire et qui va en plus générer une légitimité telle que tout le monde sera content. Parce qu'aux élections non plus, ou même dans un référendum, on est quand même rarement sur une situation où tout le monde fait « Ah mais moi j'avais voté ceci et pourtant j'obtiens pas cela ». Ben oui, c'est aussi ça la démocratie. Et donc ça, c'est pas complètement... Cette illusion du consensus absolu que générerait la participation citoyenne, il faut quand même un peu l'abandonner. La politique, c'est pas du consensus, la politique, c'est de la prise de décision collective avec des désaccords et avec des compromis qui se forment. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque d'atteinte à ce qu'un ancien président de parti a appelé, encore une fois, quand j'étais jeune, la primauté du pouvoir politique? Parce que finalement, c'est votre job, les politiques, de prendre des décisions. Je ne sais pas, moi, si on avait demandé l'avis de tout le monde dans le centre-ville, est-ce qu'on aurait le piétonnier aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on aurait le piétonnier dans le centre si on avait posé la question, si on avait soumis à un référendum ou à une concertation? Est-ce que les politiques ne sont pas parfois un peu jaloux de leur pouvoir ou au contraire, est-ce qu'ils doivent l'assumer? C'est leur mission, quoi. Ils ont un mandat, ils sont là pour 5 ans, 6 ans dans les communes. J'ai été ministre, j'ai été secrétaire d'État. Je peux vous dire que le rôle d'un politique, c'est souvent d'arbitrer des intérêts contradictoires et d'un moment de trancher une décision. Mais je rejoins ce qu'a dit Madame Bourgault, c'est-à-dire qu'en tout cas dans les commissions délibératives, on a veillé à l'accessibilité et l'inclusivité. Et je connais très bien les quartiers dont question, et on parle de Good Move, notamment Anderlecht, le quartier Kuregem, on parle à Schaerbeek. Le grand grief qui est fait, c'est que les habitants des quartiers historiques ont le sentiment de ne pas avoir été associés en amont de la prise de décision. En amont, c'est-à-dire qu'on est venu leur expliquer après coup qu'on allait faire en sorte que la mobilité allait changer, qu'on allait réorganiser le quartier, etc. Et le grand reproche qui est fait, je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps, c'est de dire nous n'avons pas été associés. Nous avons parfois été écoutés, nous avons assisté à des réunions publiques où on nous a expliqué le projet, mais on n'a pas tenu compte de nos demandes. Par exemple, Good Move, c'est des concertations qui ont été mal menées, vous dites? Je pense que la méthode a été mauvaise. Soyons très clairs, je pense qu'ils ont décidé et puis ils ont choisi, après décision politique, d'aller expliquer à la population dans les quartiers. Mais ce mécanisme de concertation dans les communes, il est supposé exister. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. On doit le repenser, Anne-Emmanuelle Bourgault, la façon dont on concerte les citoyens dans les communes, dans les quartiers. Les commissions de concertation, ça existe depuis longtemps. Alors, justement, donc, si vous voulez, on a un moment, en fait, aujourd'hui, parce que pendant longtemps, il n'y avait pas une majorité pour dire qu'il fallait avancer dans la participation. Et ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'il me semble, et ça c'est vraiment chouette, que de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde politique se rendent compte, de baromètres en sondage, que le statu quo n'est plus possible. C'est pas un paravent parfois la concertation pour faire passer une décision? Alors justement, j'y viens. C'est qu'on est à un moment, parce qu'à la fois les esprits sont mûrs, mais à la fois, il faut quand même bien reconnaître que ça se fait de manière totalement désorganisée. C'est-à-dire que maintenant, on a des parlements qui ont pris des initiatives qui sont plus novateurs, il y en a qui restent sur le statu quo, il y a des communes, des processus où on associe un peu sorti du chapeau de telle manière, il y a vous avez raison, on l'a vu d'ailleurs, l'ARO, vous voyez, cette ASBL bien connue dans le secteur du patrimoine, a consacré ses journées d'études là-dessus. En fait, la participation en matière communale n'est pas nouvelle, donc il y a d'anciens mécanismes qui datent d'ailleurs plutôt des années 60, et pour le moment, on a l'impression qu'on a ce grand chaudron là où on touille, et il faut quand même bien dire qu'on a l'impression qu'on va sortir tel processus ou tel processus quand souvent ça arrange les élus et les élus. Et ça, mais comme Rachid Madran vient de le dire, c'est vraiment compliqué parce qu'on ne peut pas
si vous voulez, il y a pire que de ne pas faire de la participation, c'est faire de la fausse participation, de la participation qui n'est pas suivie des faits. Et donc, il faut, maintenant que tout le monde a l'air d'être d'accord, sinon tout le monde, il y a bien encore l'un ou l'autre vieux barbon qui se raconte, mais ce n'est pas grave, mais maintenant que les esprits sont mûrs, il faut mettre de l'ordre là-dedans, et alors je vais faire un peu ma petite constitutionnaliste, mais pour mettre de l'ordre, il n'y a pas d'avance, il faut qu'on crée des nouveaux droits politiques. Vous voyez que ce ne soit pas des gadgets comme ça, tirés du chapeau, il faut, comme on l'a fait pour le suffrage universel, vous voyez, on a écrit, à un moment donné, on était d'accord, on l'a mis dans la Constitution pour créer des droits. Et là, je rejoins tout à fait Madame Heger, c'est que ce n'est pas toujours le politique qui doit avoir l'initiative du mécanisme. Il faut créer des droits politiques. Claire Heger, sur quel sujet, aujourd'hui, à Bruxelles, on pourrait se prononcer via un référendum d'initiative citoyenne ? Il faut quand même aussi que ce soit quelque chose d'abouti, ou dans votre idée, ça peut être une idée générale qu'on soumet ? Moi, vous savez, je vis entre 3 pays. J'habite à Ixelles, donc je suis les débats politiques à Ixelles. Je suis française, donc je suis les débats français. Et je travaille aux Pays-Bas, donc je suis les débats aux Pays-Bas. Le constat est le même. On a un problème dans nos vieilles démocraties. On est en train de vivre une vague de démocratisation. C'est-à-dire, on a des demandes de démocratie très fortes. On a effectivement des esprits qui sont plus ou moins prêts, je dirais, pour la participation citoyenne. C'est les politiques qui freinent, vous dites ? Oui. Ça pourrait pas être autre chose, que, ça pourrait être les il y lobbies, a aussi des experts, mais dans beaucoup d'endroits, c'est les politiques. Et quand je compare les débats dans ces 3 pays, on a un pays qui est crispé, c'est la France, qui est crispé sur cette question de la décision citoyenne. On a un pays comme la Belgique qui avance, qui propose des choses, mais qui a des freins. Et on a un pays comme les Pays-Bas qui a mis toutes les options sur la table en disant, avec un Conseil d'État qui dit « Maintenant, il faut de l'initiative citoyenne, sinon nos démocraties sont en danger ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans ce pas-là, il faut donner le droit aux citoyens d'écrire la loi et de voter la loi directement. Et je crois que cette comparaison, parce que moi je suis en désaccord quand on dit il ne faut pas opposer. Oui, il faut opposer les dispositifs de participation, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Et si on est d'accord que alors, Bruxelles agit bien en termes de représentativité, de représentation, alors il faut aller à la prise de décision. Et Good Move, c'est un super exemple. Qu'est-ce qui se passe avec Good Move ? Les délibérations sont opaques. Personne. Moi, je suis résidente d'Ixelles. Sur la place Flagey, on discute que de ça. Mais pourquoi ils sont revenus en arrière ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais nous, on avait proposé ça parce qu'on ne comprend pas. C'est illisible. Quand on a une phase de référendum, on a une phase de délibération aussi, qui est très large, où on va avoir des débats de quartier dans les maisons, les gens vont se positionner, on va avoir des campagnes, et on va voir ce débat, on va voir les positions. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, on ne comprend pas qui capture la prise de décision dans Good Move. Je vais vous demander de réfléchir en quelques secondes à une tradition, et vous étiez prévenu sur Versus, c'est l'argument recevable, le jingle. Jean-Benoît Pilet, je ne vous ai pas beaucoup donné la parole, je le refais maintenant. Quel est l'argument recevable que vous avez entendu avec un des co-débatteurs aujourd'hui ? On l'a entendu plusieurs fois, mais moi je pense qu'il faut le passage d'une phase d'association citoyenne à une phase de décision citoyenne. Je pense que c'est un argument fondamental et que c'est effectivement le moment auquel on se trouve. C'est de ne pas simplement faire des progrès en termes d'association des citoyens pour qu'ils formulent des recommandations, mais d'impliquer les citoyens dans des prises de décision concrètes et directes qui, pour moi, seront précédées de phases délibératives, où les commissions délibératives peuvent d'ailleurs avoir un rôle, mais je pense qu'on en est à ce stade-là, c'est quelle place on donne à la prise de décision citoyenne et de quelle manière. Emmanuel Bourgault, un argument recevable. Peut-être chez Clara Heger, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même des nuances entre vous, malgré certains points aussi. Je ne l'ai pas senti comme ça. Je crois qu'on peut être l'argument recevable, c'est que ces mécanismes s'opposent, mais ça ne veut pas dire, ou sont différents plus exactement, mais ils sont complémentaires. Mais que le référendum et le tirage au sort ne soient pas les mêmes mécanismes, bien sûr. Ça, certainement. Clara Heger, un argument recevable. Moi, un argument recevable que j'aime bien, c'est l'idée d'avancer en marchant. En fait, il va falloir aussi, pour débloquer, je crois, les verrous des responsables politiques, il va falloir montrer que c'est pas la mer à boire, quoi. Hein. Ça va bien se passer. Rachid Madrane, je vais être aussi sévère que vous au Parlement sur le timing. Vous avez 10 secondes pour un argument recevable. Pourquoi pas de l'autre côté de la table ? Il y a plein d'arguments recevables. Mais moi, il y a un argument que j'avais retenu, c'est aujourd'hui, passons à la phase de rendre tout ça cohérent et peut-être d'essayer de l'inscrire dans des textes et peut-être que, en effet, arriver avec de nouveaux droits. Et pour que je termine vraiment, vous mettre en face de Clara Heger,
un référendum d'initiative citoyenne. Vous, à titre personnel, vous pourriez soutenir ça, oui, Moi, non, je suis bof? toujours très prudent parce que je suis belge et qu'on est traumatisé par le référendum de 50. Mais par contre, le fait, ce que vous avez dit sur XL, de dire faisons vivre la discussion, le débat en amont, là, je vous rejoins parfaitement. Allez, on poursuivra le débat parce que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire, j'imagine, dans les couloirs. Mais la semaine prochaine, nous, sur le plateau de Versus, ce sera un autre thème et de nouveau beaucoup de questions. À bientôt.